Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle masterclass de Bruno Vermogoshi, qui est professeur de cinéma et qui va aujourd'hui nous parler du film Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa. Bonjour, monsieur Vermogoshi. Bonjour, mademoiselle Ferrier, bonjour Aurélie. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour une leçon de cinéma, enfin si on peut parler de leçon, et je parlerai plutôt de rencontre, comme on dit maintenant. Et effectivement, nous avons décidé aujourd'hui d'aborder le thème du cinéma japonais par le biais d'un film très connu qui est Les Sept Samouraïs. Alors le choix de ce film repose sur deux éléments. D'abord, évidemment, il est disponible dans les médiathèques de Cannes et de Toulouse. Et d'autre part, c'est le film par lequel on peut entrer le plus facilement dans le cinéma japonais, sachant que c'est un cinéma extrêmement difficile pour un spectateur occidental. Même si souvent on a l'impression de le comprendre, ce cinéma ne se donne pas facilement à voir et à comprendre. Alors, pour entrer en matière, je voudrais laisser la parole à Kurosawa lui-même. Voici ce qu'il disait à propos du château de l'Araignée qui date de 1957. Je continue à répéter inlassablement la même chose. Pourquoi, demandai-je, est-ce que les êtres humains ne peuvent s'entendre les uns avec les autres? Pourquoi ne peuvent-ils vivre ensemble avec plus de bonne volonté? Et cela est, à mon avis, un fil conducteur pour le cinéma de Kurosawa et peut-être même pour le cinéma de beaucoup d'autres réalisateurs japonais. Alors, je vous rappelle rapidement le sujet du film, de façon à ce que nous parlions tous de la même chose. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur ce point-là. Il n'est pas question de résumer 3 heures de film et plus en quelques instants. Simplement, nous sommes en 1586 dans une époque qu'on appelle l'époque Sengoku, donc dans un Japon médiéval, féodal, et ce Japon est en proie aux guerres civiles. Au début du film, un village est menacé par des bandits qui veulent le piller, et au dernier instant, ces bandits décident de renoncer à leur projet tout simplement pour laisser aux paysans le temps de faire leur récolte et de revenir ensuite mieux les rançonner. Un des paysans a entendu les propos des bandits, il va avertir le village et à ce moment-là, tout le monde semble complètement apeuré, à part un paysan qui veut résister et le chef du village lui-même qui incite ses compagnons à ne pas cesser faire. Et il a l'idée de demander à ceux-ci d'aller chercher des samouraïs que l'on engagerait pour se défendre. C'est le point de départ du film. Et 4 des paysans donc se rendent aux villes voisines pour essayer de trouver quelques samouraïs qui accepteraient de les défendre. Le premier personnage qu'ils abordent, le premier samouraï qu'ils abordent, refuse extrêmement violemment parce que pour lui, il s'agit d'une question d'honneur. Il n'est pas question, absolument pas question, de se laisser acheter ou de travailler gratuitement. Alors ce point peut nous sembler anodin. En réalité, il pose un problème au niveau de ce qu'on appelle le code du Bushido, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. C'est le code de l'honneur. Voilà le point de départ du film. Donc, nous sommes dans un film d'aventure, dans un film d'action, avec pour personnages principaux des personnages qui sont maintenant bien connus, les samouraïs. À l'époque de la sortie du film, ça n'était pas vraiment le cas. Je vous rappelle que le film date de 1954. Alors, un peu d'informations sur Kurosawa maintenant, pour bien comprendre l'enjeu du film. Je ne vais pas vous détailler la vie de Kurosawa, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous faire comprendre les enjeux du film. Entre 1910, date de sa naissance, et 1988, date de sa mort, Kurosawa a réalisé 31 films. Et c'est de tous les cinéastes japonais, celui qui est le plus connu en Occident, et c'est celui d'ailleurs qui a fait connaître le cinéma japonais en Occident. Vraisemblablement parce que, a priori, c'est celui qui est d'un abord plus facile que les autres. On verra que ce n'est pas véritablement le cas. Alors, l'œuvre de Kurosawa s'est fait connaître en 1950 parce que ça a été un des tout premiers films japonais diffusés en Europe. Et ce film, c'est Rashomon, qui se déroule au Xe siècle après Jésus-Christ. Et Rashomon a obtenu en 1951 le Lion d'Or à Venise et en 1952 l'Oscar du meilleur film étranger. C'est le début d'une période où le cinéma japonais va connaître ce qu'on appelle son deuxième âge classique,
Et ce deuxième âge classique, donc, qui commence en 1950, va se dérouler jusqu'en 62, date à laquelle, d'une part, le film Harakiri va montrer une sorte de désillusion sur le code des samouraïs, et d'autre part, date à laquelle les contestations qui vont se manifester au Japon vont correspondre à une nouvelle vague japonaise au cinéma qui correspond à la nouvelle vague française, à la nuance près que la nouvelle vague française est essentiellement une nouvelle vague d'ordre cinématographique, esthétique, alors que la nouvelle vague japonaise est une nouvelle vague d'ordre politique. Je ne peux pas vous en parler davantage, cela nous emmènerait beaucoup trop loin. Toujours est-il que dans cette époque de 1950-1962, il y a 4 grands cinéastes qui dominent le cinéma japonais. Vous avez Kenji Mizoguchi, qui est bien connu avec les contes de la lune vague après la pluie. Vous avez Yasujiro Ozu, dont vous avez certainement vu Voyage à Tokyo ou Le goût du saké. Et puis vous avez un cinéaste dont on parle de plus en plus maintenant, parce que pendant longtemps il n'a pas été montré en Europe. Ses premiers films ont été montrés en France à partir des années 70. C'est Mikio Naruse, dont je vous conseille vraiment de voir Nuages flottants. Kurosawa, lui, donc, est un personnage qui est très attaché à la culture occidentale. Il a été cultivé par la littérature occidentale. Il ne faut pas oublier que certains de ces films adaptent Dostoïevski ou Shakespeare. Le Château de l'Araignée, par exemple, c'est un film directement inspiré du Macbeth de Shakespeare. Et d'autre part, c'est un cinéaste qui aime énormément le cinéma occidental, et l'un de ses cinéastes favoris, c'est John Ford. J'y reviendrai tout à l'heure. En même temps, il a été profondément, je dirais, attiré par le métier des armes. Il s'est formé au maniement du sabre. Il connaît le code du samouraï et il réagit un peu en samouraï sur ses tournages. On l'a vite surnommé l'empereur. Et d'autre part, il est très intéressé par l'humanisme et l'être humain en général, l'analyse de l'âme humaine. C'est la raison pour laquelle je vous ai lu cette citation en introduction. Alors, d'une manière générale, Kurosawa a exercé sur le monde du cinéma une influence considérable. Vous savez que George Lucas, par exemple, reconnaît lui-même devoir beaucoup pour la guerre des étoiles au film de Kurosawa. Et d'autre part, Kurosawa a été aidé dans la fin de sa carrière pour faire ses derniers films par des producteurs français ou américains, y compris Francis Ford Coppola. Que dit-il de son propre travail, Kurosawa? Il dit ceci: « Je suis metteur en scène et c'est tout. Depuis le tout début, j'ai respecté John Ford, j'ai toujours porté une attention soutenue à ses films et ils m'ont influencé, je crois. D'autres influences. Bien, le premier film qui a vraiment fait impression sur moi, c'est La Roue de Gans. Alors c'est quand même amusant de voir que La Roue d'Abel Gans a été remasterisée et rénovée seulement l'année dernière pour être présentée en 2 séances de plus de 3 heures chacune à l'Institut Lumière de Lyon. Puis les films d'Howard Hawks et de George Stevens que j'ai vus quand j'étais jeune. Et puis Antonioni. Il ne m'a pas influencé, mais c'est un metteur en scène très intéressant. Et bien sûr, Mizoguchi. De tous les metteurs en scène japonais, c'est lui que je préfère. Mon amour de Mizoguchi, ce peut être la nostalgie. Après tout, je suis vraiment japonais. Et il crée un monde qui est purement japonais et il se soucie vraiment des gens. Moi aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est je suis metteur en scène, c'est tout. Comme John Ford disait, je fais des westerns, point. Et puis, il se soucie des gens, moi aussi. Alors, Kurosawa a tourné des films qui sont des films contemporains, dans toutes sortes de genres. Il a même fait des films noirs. Je vous conseille particulièrement Chien enragé, avec Toshiro Mifune. Mais il a aussi créé des films qui s'intéressent aux guerres civiles japonaises, qui datent du XVIe siècle. Et ce sont ces films-là, dont Les 7 samouraïs, qui nous occupent aujourd'hui. Alors, vous avez 2 types de films, je dirais, propres aux guerres civiles japonaises chez Kurosawa. Ce qu'on a appelé les films d'aventure, qui montrent des entreprises qui aboutissent, qui réussissent. Et ces films, ce sont Les 7 samouraïs et La forteresse cachée.
Et puis, vous avez les films tableaux qui sont beaucoup plus pessimistes, qui travaillent sur l'échec, les défaites, et particulièrement Le Château de l'Araignée, Kagemusha et Ran. Ceci m'amène maintenant, dans un deuxième temps, à vous parler des genres dans le cinéma japonais. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la civilisation japonaise, mais elle aime beaucoup les catalogues, elle aime beaucoup les classifications de toutes sortes. Et finalement, on aime les genres, puis les sous-genres, les sous-genres, les sous-sous-genres, les sous-sous-genres de sous-genres, si vous voulez. Donc, on n'en finirait plus, sauf que traditionnellement, on distingue deux grands genres dans le cinéma japonais. Vous avez d'une part les Jendai Jeki, qui sont les films qui se déroulent à l'époque contemporaine, l'époque contemporaine commençant à la fin du 19e et se déroulant jusqu'à nos jours. Alors que les Jidai Jeki, ce sont les films à sujet historique. Alors, si vous êtes un peu mordu de George Lucas, Jidai Jeki, Jedi, vous voyez tout de suite l'affiliation, et vous savez d'ailleurs que les Stormtroopers, les personnages tout en blanc qui jouent les soldats méchants dans la guerre des étoiles, ils ont un uniforme qui est directement inspiré de l'uniforme des samouraïs. Ça, vous le savez, je me contente de le signaler aux gens de mon âge. Les jeunes le savent bien, cela. Voilà. Alors, dans le Jidai Jeki, qui est le film à sujet historique, vous avez un sous-genre qui est le Shambara, qu'on appelle de son nom savant le Kenjeki. Alors, ce sont des films d'aventure qui mettent en scène des samouraïs et qui comportent des duels au sabre. Alors, est-ce qu'il y a une véritable séparation très nette entre ces films à sujet contemporain qui seraient réalistes et ces films historiques qui seraient plus artistes chez Kurosawa? Alors, pour Kurosawa, la réponse est nuancée, c'est à la fois oui et non. Dans un premier temps, il semble, je dirais, reconnaître cette différence. Dans un deuxième temps, vous verrez que le partage entre les deux est moins évident. Il y a deux tendances, je crois, dans mon œuvre. Une tendance réaliste, Chien enragé, Vivre, et une tendance artiste, Les Sept Samouraïs, Le Château de l'Araignée. Ces deux tendances existent dans mon œuvre, mais elles naissent en moi tout spontanément, sans que j'en prenne conscience. Je ne me considère pas comme réaliste. Je m'efforce de l'être, mais je ne le suis pas. Je ne parviens jamais à être réaliste, parce que je suis un sentimental. Je me sens très profondément attaché aux arts plastiques, à la beauté. Je ne peux pas regarder la réalité avec un regard froid. C'est pour cela que je ne suis pas réaliste. Je crois que si dans mes films on trouve parfois des scènes atroces, ce n'est pas par réalisme, mais c'est à cause de ma faiblesse. En fait, j'ai le cœur sensible. Alors, attention, le mot réalisme, qui est attaché pour nous à la littérature du 19e siècle, à Flaubert, à Balzac, à Maupassant, à Zola, ce mot-là peut-être ne recouvre pas exactement ce que veut dire Kurosawa. Nous heurtons ici à la barrière de la traduction. Je vous signale simplement, si vous voulez, que Kurosawa insiste beaucoup sur le fait qu'il travaille toujours l'esthétique de ses films, et cela vient du fait que son rêve, à la base, aurait été d'être un peintre. Et on a des toiles de lui qu'il a réalisées en particulier pour les décors de ses tableaux qui sont absolument superbes. Tous les films de Kurosawa sont à la base des œuvres d'art plastique. Il ne faut absolument pas négliger cela. Alors, cette tendance artiste, elle s'inscrit dans une époque particulière, puisque nous sommes dans le film de samouraï. Alors, cela m'amène, en troisième point, à vous parler de l'histoire du Japon. Vous voyez que parler des sept samouraïs nous emmène très très loin, mais si je me contente de vous parler du film, je dirais que la moitié de l'intérêt de celui-ci va vous échapper. Ce qui nous intéresse, c'est l'époque du shogunat, c'est-à-dire une époque qui se déroule de 1192 à 1864 précisément. Pourquoi 1192? Parce que cette année-là, vous avez un chef de clan. Les clans, mais finalement, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait de nos jours le seigneur et ses vassaux. Voilà. Le chef du clan Minamoto, qui se nommait Yoritomo, a été nommé général, et le mot général au Japon se dit shogun. Ce général, donc,
a un pouvoir considérable puisqu'il dirige le gouvernement et l'armée. Et à côté de ce pouvoir du général, du shogun, donc, il y a le pouvoir de l'empereur et de la cour. Donc, c'est une sorte de pouvoir bicéphale qui se met en place, ce qui n'empêche absolument pas les clans de se faire la guerre les uns aux autres, et cela va durer plusieurs centaines d'années, exactement comme chez nous en France, il y avait plusieurs seigneurs qui rivalisaient jusqu'à ce que Louis XIV mette bon ordre à tout cela au XVIIe siècle. Pardon. Alors, le film de Kurosawa qui se déroule au tout début du Moyen-Âge, il n'y en a qu'un, c'est Rashomon, qui se déroule au Xe siècle. La plupart des films de samouraï se déroulent, eux, plutôt au XVIe, XVIIe siècle. C'est une période où le Japon finit par être unifié vers 1598 sous l'autorité du premier ministre de l'empereur qui va soumettre une fois pour toutes les daimyo, c'est-à-dire les seigneurs, à obéir à l'empereur. Et à partir de cette période du début du XVIIe siècle, vers 1600, 1603 précisément, jusqu'en 1876, l'État va devenir centralisé. L'empereur va s'installer à Edo, c'est-à-dire Tokyo, et plus précisément, à ce moment-là, le pays va petit à petit se fermer aux étrangers, se refermer sur lui-même parce qu'on accusait les chrétiens d'être par trop cupides et fanatiques. Et ce pays, le Japon, ne va s'ouvrir qu'aux Chinois et aux Néerlandais. Pendant toute cette période, donc, on va avoir une sorte de vie en autarcie. Et ça n'est qu'en 1864, avec l'intervention occidentale, que le Japon va s'ouvrir à nouveau. Donc, la période dans laquelle s'insère le film Les Sept Samouraïs, qui est la fin du XVIe, le début du XVIIe siècle, est une période où le Japon commence à s'unifier et où la guerre entre les clans finit par, je dirais, être quelque peu régulée. Il y aura d'autres films de Kurosawa qui vont se dérouler, eux, au XIXe siècle, par exemple La légende du grand judo, qui n'est pas vraiment un Shambara, mais ça sera plutôt pour montrer la fin du règne des samouraïs, parce que c'est une époque où l'on va interdire aux samouraïs de se promener dans la rue avec leurs sabres aux côtés, et on va même voir dans l'un des films de Kurosawa un samouraï armé d'un revolver. Alors à partir de là, vous comprenez que les Sept Samouraïs nous amènent à bien comprendre que quand on parle de Japon féodal pour cette époque-là, ce n'est pas l'époque du Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense pour le cinéma français. Le Japon féodal, c'est du Xe siècle jusqu'au XIXe siècle. Voilà. Alors, en quatrième point, maintenant, le film de sable ou Shambara. Alors, je pense que vous allez retenir l'anecdote que je vous raconte maintenant. En fait, Shambara, c'est une contraction de deux onomatopées. Shan-shan d'un côté et Barabara de l'autre. Et cela imite le bruit de la lame qui pénètre dans les chairs. Bon, voilà, vous saurez cela. Alors, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à un article qu'on trouve normalement encore facilement sur Internet. C'est le site Il était une fois le cinéma de Benjamin Grange. Grange comme la grange. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le film de sabre a été longtemps interdit après la Deuxième Guerre mondiale, parce que les Américains estimaient que les films de samouraï risquaient de ranimer l'esprit guerrier des Japonais. Et donc, au début des années 50, on ne tournait guère que des films à sujet contemporain. C'est Kurosawa qui va réintroduire le genre avec Rashomon, vous voyez. Et Les Sept Samouraïs va être le film le plus connu à l'étranger. Mais paradoxalement, la version que vous avez vue, qui dure plus de 3 heures, elle ne sera disponible que dans les années 70. On l'a toujours connue avec, je dirais, une version tronquée, curieusement. Et pourtant, cette version est très, très efficace, malgré tout, même si la version longue donne un souffle, une ampleur au film qu'il n'aurait jamais dû perdre. Alors, le film de sabre, si vous voulez, raconte l'histoire des Bushi. C'est le nom qu'on donnait aux samouraïs. Ce nom a été donné aux samouraïs par le shogun Tokugawa au XVIIe siècle.
Et à côté des bushi, qui sont les samouraïs qui dépendent d'un seigneur, vous avez les ronin, qui sont des samouraïs errants et sans maître. Et souvent, comme ils sont dans la misère absolue, ils sont parfois obligés de devenir des mercenaires. Et vous comprenez que cela pose problème du point de vue moral, puisque un samouraï, normalement, est un peu l'équivalent du chevalier chez nous au Moyen-Âge. Mais d'une manière générale, qu'on soit ronin ou qu'on soit bushi, on doit respecter la voie du guerrier, c'est-à-dire le bushido, le code de l'honneur, si vous voulez. Et c'est ce code de l'honneur qui fait que parfois, un samouraï sera amené à se faire seppuku, c'est-à-dire à s'ouvrir le ventre de manière rituelle, par exemple pour ne pas survivre à la mort de son maître, de son chef de clan. Vous voyez l'histoire des 47 renins à ce propos. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le Shambhara est lui-même issu d'un genre littéraire qui est le genre littéraire du théâtre. Et il trouve sa forme à côté du théâtre, en littérature et aussi au cinéma. Donc vous avez un mélange de plusieurs influences sur Kurosawa. Et particulièrement, le théâtre japonais comprend trois sous-genres théâtraux. Je vais vous les rappeler rapidement parce que ce n'est pas mon but, mais il faut que vous voyez que les poses que prennent les samouraïs quand ils vont s'affronter, ce sont des poses qui sont directement issues du théâtre, et vous retrouvez ça dans Kill Bill de Tarantino, qui lui-même se fait l'écho évidemment des films de samouraïs, qui eux-mêmes se font l'écho des attitudes, des poses et des poses. Alors je prends le mot pose avec les deux orthographes possibles. Pause, P-A-U-S-E, au sens de moment où je m'arrête pour suspendre l'action, et pose au sens de P-O-S-E, comme la pose d'un mannequin qui défile et qui cherche à faire le beau, si vous voulez. Il y a les deux dans cette notion-là. Eh bien, vous avez au Japon trois types de genres théâtraux. Vous avez le bunraku, qui est le théâtre de marionnettes. Celui-ci ne nous intéresse pas beaucoup. Vous avez le no, qui est le théâtre traditionnel apparu au XVe siècle et qui est le théâtre noble par excellence, très proche de la tradition bouddhiste, avec des masques en bois, une musique extrêmement raffinée, jouée par très peu d'instruments, et puis un chœur qui accompagne l'action et un jeu d'acteurs extrêmement typé, extrêmement codifié, avec parfois des gestes réduits à l'infime. Tandis que le kabuki, qui nous intéresse maintenant, c'est une forme qui est apparue un peu plus tardivement, au XVIIe siècle, et c'est un théâtre qui est beaucoup plus profane que le no, qui est plus, je dirais, plus populaire en quelque sorte, et les sujets représentés sont souvent des mélodrames ou des comédies plus réalistes, et évidemment, le jeu peut s'y trouver un peu plus exacerbé. Alors, c'est du kabuki qu'on va tirer les personnages principaux qui sont présents dans le Shambhara. En particulier, vous allez avoir deux personnages que vous allez reconnaître tout de suite dans les 7 samouraïs et que vous allez reconnaître très souvent dans des films d'aventure, y compris dans le western. Vous avez d'abord le tateyaku, qui est le terme générique pour désigner le rôle principal. Le tateyaku, c'est le héros pur, dur, et parfois même il est parfait sous l'appellation du Shinbo Tateyaku. Le Shinbo Tateyaku, c'est le héros patient, c'est-à-dire celui qui supporte et celui qui sait attendre. Donc il est solide, il est fort, il est intelligent, il est généreux. En fait, c'est l'homme idéal, celui que vous ne rencontrerez jamais, quoi. Mais il y a une règle absolue, pas d'histoire amoureuse pour le Tateyaku. On est idéal et selon la morale confucianiste, l'honnête samouraï ne doit jamais tomber amoureux parce que sinon c'est le désordre qui s'empare de lui. Alors vous comprenez qu'il faut bien une histoire amoureuse et l'histoire amoureuse, surtout le public bourgeois, il lui en faut. Donc on invente le beau gosse de service, le jeune premier, qui est le Nimen. Alors le Nimen, il est jeune, il est beau, il est galant, il plaît aux femmes, mais évidemment, il n'est pas nécessairement robuste, pas nécessairement vertueux, et par certains côtés, ce qui le rend plus attachant encore, c'est qu'il est fragile, qu'il est faible, qu'il est un peu imprudent, un peu emporté. Et vous comprenez qu'il va falloir qu'il se forme.
Alors, souvent même, dans les pièces de théâtre, en particulier de Monzaemon Shikamatsu, pardon, j'ai toujours de la peine à prononcer ce mot-là, Monzaemon Shikamatsu. Alors, petite parenthèse, je mets toujours le prénom en premier et le nom ensuite. Mais vous savez que si je devais utiliser la manière de parler des Japonais, je devrais mettre le nom en premier, le prénom ensuite. Donc, je devrais dire Kurosawa Akira et non pas Akira Kurosawa. Alors, sachez-le, selon les livres que vous êtes amenés à lire, vous pouvez trouver l'ordre occidental ou l'ordre asiatique. Hein. Donc, dans les pièces de Monzaemon Shikamatsu, le Nimen peut parfois même être un petit voyou, une petite crapule, qui soupire après une femme mariée ou après une prostituée, mais il a quand même la possibilité, au bout du compte, de mourir d'amour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature du Moyen-Âge en France, par exemple, le chevalier peut être à la fois Tateyaku et Nimen. Pensez à l'amour courtois. Le chevalier, il a toutes les capacités et toutes les qualités de l'homme idéal, mais en même temps, il a sa dame. Vous voyez, au Japon, cela ne se fait pas. On est ou Nimen ou Tateyaku. Alors évidemment, le même acteur peut d'abord jouer le Nimen quand il est jeune et puis, prenant de l'âge, endosser ensuite le rôle du Tateyaku. C'est évident. C'est ce qui explique qu'au cinéma, très souvent, les acteurs qui jouent dans le Shambara soient issus du kabuki, c'est-à-dire du théâtre. Une exception, c'est Toshiro Mifune, celui qui joue le soldat fanfaron, vous savez, dans les 7 samouraïs, celui qui veut absolument être reconnu comme samouraï et qui fait souvent le pitre. Toshiro Mifune, lui, a été découvert et formé par Kurosawa. Et il faut savoir qu'il va jouer toutes sortes de rôles pour Kurosawa, aussi bien des rôles de policier dans Chien enragé que des rôles de médecin dans Barbe Rousse. Il va jouer toutes sortes de personnages, aussi bien contemporains que historique. D'ailleurs, on va reprocher à Kurosawa, en particulier Michel Ménil, qui a écrit un ouvrage sur Kurosawa, on va reprocher donc à Kurosawa d'avoir un peu trop souvent laissé la bride sur le cou à Toshiro Mifune, et on va accuser Toshiro Mifune des fois d'en faire trop, de faire un peu le cabotin, si vous voulez. Là, je vous laisse libre juge sur ce point. Ce qui est certain, c'est que dans les 7 samouraïs, son surjeu est volontaire et il est nécessaire par rapport au personnage qu'il incarne. Vous voyez. Alors, donc, dans le kabuki, le tateyaku doit prendre des pauses, je vous disais, et en particulier, il doit toujours brandir son sabre et marquer un temps d'arrêt avant de passer à l'action pour bien faire comprendre à son adversaire qu'il est supérieur à lui et qu'il maîtrise parfaitement les armes. Alors, il y a une petite anecdote d'ailleurs, c'est qu'un réalisateur qui s'appelle Teinosuke Kinugasa avait même demandé à un acteur qui jouait un duel, alors qu'il était en pleine action, de s'arrêter au milieu de l'action et de brandir son sabre de manière à ce que celui-ci renvoie la lumière du soleil. On ferait ça de nos jours avec des images, je dirais, trafiquées en post-production. Ça n'était pas le cas à l'époque. Inutile de vous dire que l'acteur a hurlé que c'était absolument impossible. Et on le comprend. Vous voyez jusqu'où allait le code, je dirais, dans la mise en scène. Et tout cela doit nous faire comprendre certains tics de Kurosawa qui peuvent nous sembler étranges ou outrés. Ça fait partie de toute une rhétorique théâtrale. Bon. D'autre part, dans les années 1910-1920, on découvre le western, les courses automobiles, les Keystone Cops, vous savez, je vous en avais parlé à propos du burlesque, et les samouraïs à ce moment-là se mettent à courir à toute allure en brandissant leur sabre, quitte à s'arrêter brutalement quand c'est nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez aussi bien la pause que la course qui interviennent dans les scènes d'affrontement des 7 samouraïs. Alors, je vous ai dit que Kurosawa admirait John Ford, et il admirait John Ford justement pour les séquences d'action qu'il pouvait tourner avec les chevaux. Et il avait demandé plusieurs fois, Kurosawa, comment faisait John Ford, et quand il a eu la chance de rencontrer John Ford, il a demandé à John Ford comment celui-ci filmait les chevaux. Et vous savez quelle est la réponse que Ford lui a donnée? Il lui a dit simplement « chute ». Point. Donc, il ne lui a pas donné le truc. Et si vous regardez bien, dans tous les films de Kurosawa, films historiques s'entend, il y a une présence prégnante des chevaux et de la course des chevaux,
un des gros chagrins de Kurosawa dans les 7 samouraïs, ça a été d'avoir pour la séquence finale dans le village des chevaux qui étaient des chevaux de trait et non pas des chevaux de course. Donc il a essayé de faire avec ce qu'il avait, mais quand on regarde de près, on s'aperçoit que ces chevaux sont beaucoup plus massifs qu'il n'aurait souhaité qu'ils fussent. Voilà. Alors, vous comprenez qu'à travers ces codes du Shambhara, l'œil du spectateur contemporain trouve cela un peu étrange, même si les jeunes sont un peu plus je dirais, familiarisés avec cela, grâce au film de Tarantino, Kill Bill 1 et Kill Bill 2. En fait, si vous voulez, il faut comprendre que dans la civilisation japonaise, beaucoup de choses nous échappent, voire tout nous échappe sur le fond. Pourquoi? D'abord, parce qu'il y a une spiritualité extrême dans le cinéma japonais et dans la civilisation japonaise, mais une spiritualité flottante. Parce qu'on est, je dirais, hésitant chez les Japonais entre, indépendamment de quelques traces du christianisme qui subsistent, entre le shintoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Alors, je n'ai pas le temps de vous développer tous ces éléments-là, mais vous comprenez que ces 3 courants spirituels plus que religieux, puisque vous savez que le bouddhisme est une religion athée en quelque sorte, hein, ces 3 courants se mêlent pour créer une sorte de spiritualité diffuse, partout présente, mais difficile à déterminer. Il y a d'autre part des façons de vivre et de concevoir le lien de l'homme avec l'univers tout à fait différents de l'homme occidental. Nous, occidentaux, nous avons beaucoup trop considéré que le monde tournait autour de nous, c'était l'anthropocentrisme sur lequel on commence à revenir, peut-être de façon exagérée avec, je dirais, l'écologisme et le spécisme, je ne sais pas, mais pendant longtemps, l'homme occidental s'est considéré comme le centre de l'univers. Or, les Asiatiques, eux, se considèrent comme partie prenante de l'univers, ce qui n'est pas du tout la même chose, finalement, de concevoir et de filmer. Et particulièrement chez Kurosawa, c'est ce qu'on lui a reproché au Japon, c'est qu'on a beaucoup de gros plans, alors que traditionnellement, un cinéaste comme Ozu et plus encore comme Mizoguchi n'utiliseront pas le gros plan. Vous voyez? Et puis, vous avez aussi le fait qu'au Japon, tout est signe, mais signe de choses qui nous échappent ou signe de rien du tout. Et je vous renvoie au livre de Roland Barthes qui s'appelle L'Empire des signes, dans lequel il montre bien que lui, voyageur occidental au Japon dans les années 60, dans les années 70, il a vu que tout était signe, mais il ne peut pas dire ce qui se cache derrière ces signes. Alors je crois qu'il faut accepter tout cela modestement et faire comme un auteur qui s'appelle Noel Birch, qui a écrit un livre formidable sur le cinéma japonais, dire que tout ne peut pas être compris. Et le titre qu'il a donné à son ouvrage, en dit long, c'est « Pour un observateur lointain ». Accepter de voir les films de Kurosawa et le cinéma japonais en tant qu'observateur lointain, qui a le droit d'avoir son avis et son ressenti, mais qui ne peut en aucun cas prétendre tout comprendre. Ça, il faut rester modeste sur ce point-là. Alors maintenant, vous voyez, je vous ai fait cette petite introduction, voire cette introduction sur le cinéma japonais, parce qu'il me semble absolument indispensable de voir comment nous pouvons comprendre, à l'aune de notre ignorance, comment nous pouvons comprendre quand même quelques éléments des 7 samouraïs. Alors, il y a déjà un triptyque qui est présent. Vous avez le triptyque samouraï, paysan, seigneur. Dans tous les films de sabre, y compris dans les 7 samouraïs, vous avez ce triptyque-là. Les samouraïs sont au milieu. Alors, vous allez me dire, mais où sont les seigneurs dans les 7 samouraïs? Ben, tout simplement, les seigneurs, ce sont les bandits. Alors, c'est un curieux rapprochement qui est opéré ici. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, les seigneurs rackettaient littéralement les paysans, et que ce soit les seigneurs ou que ce soit les bandits, au bout du compte, le statut du paysan est toujours à peu près le même, c'est celui de celui qui est écrasé. Et il faut voir que finalement, les 7 samouraïs nous présentent une manière de considérer les paysans, à la fois par une grande partie des samouraïs, qui représentent la caste dominante, et à la fois par Kurosawa lui-même. Les paysans sont quand même méprisés par la plupart des samouraïs qui ne daignent pas écouter leurs propositions.
position, d'autant plus qu'accepter d'être mercenaire de paysan, ça signifie finalement, ni plus ni moins, que perdre son statut de samouraï et en quelque sorte déroger au code du Bushido, du code de l'honneur. Ça serait en quelque sorte dégénéré, encore une fois. Et puis, Kurosawa lui-même montre que ces paysans ne sont pas du tout, je dirais, idéalisés. Ils sont peureux, ils sont lâches, ils sont souvent extrêmement méfiants à l'égard de ceux qui viennent les défendre, et par voie de conséquence, on pourrait les mépriser. Sauf qu'il faut comprendre que la peur qu'inspirent les samouraïs est une peur qui est ancrée en eux à cause justement de ces siècles de sujétion qu'ils vivent, d'une part. D'autre part, ce qu'il faut voir aussi, si vous voulez, c'est que les paysans sont des gens qui ont souvent besoin d'expédients pour survivre. Ça, c'est la première classe de la société. La deuxième classe, les bandits. Eh bien, de la même façon que les seigneurs rackettent les paysans, ils apparaissent ici comme une sorte d'entité qui pourrait incarner le mal. Sauf qu'en réalité, si vous voulez, ils représentent plutôt une caste de dominants. Et de ce fait, il faut reconnaître que ce qui intéresse le plus véritablement Kurosawa, ce sont les samouraïs. Parce qu'on peut se demander pourquoi les héros du film acceptent de défendre les paysans. Ben, ils acceptent de défendre les paysans sans perdre leur grade de samouraï, tout simplement parce qu'ils ne se font pas payer. Et en cela, ils respectent le code du Bushido parce que dans le code du Bushido, il est inscrit la nécessité, effectivement, de défendre les faibles sans contrepartie. C'est un peu le code du chevalier au Moyen-Âge qui défend la veuve et l'orphelin, si vous voulez. Voilà. Alors, ça n'empêche pas, si vous voulez, que l'attitude fermée des paysans puisse être conçue et on comprendra pourquoi le paysan Manzo coupe les cheveux de sa fille par peur que celle-ci ne soit convoitée puisque la femme, ni plus ni moins, n'est qu'une marchandise. Statut de la femme à cette époque-là n'est qu'une marchandise parmi d'autres. Infériorité totale de la femme, réduite au statut finalement d'être convoitée. Et ce qui est intéressant, c'est que chez Kurosawa, la femme n'est pas du tout traitée de la même façon qu'ailleurs. Si vous regardez les films d'Ozu ou les films de Mizoguchi, la femme est véritablement victime de la société, victime de la structure familiale. Alors que chez Kurosawa, la femme a un rôle très peu important, mais si elle a un rôle important, à ce moment-là, ça devient une femme forte. Et c'est le cas de la jeune fille dans Les Sept Samouraïs, puisque cette jeune fille, c'est elle qui va aussi participer à l'émancipation et à la formation du jeune Nimen. Vous voyez, Kurosawa lui-même disait que la femme faible ne l'intéressait pas du tout. Je vous citerai tout à l'heure, si j'ai le temps, un propos de Kurosawa à propos de la femme forte, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces personnages faibles, les paysans, les femmes, ces personnages forts, les samouraïs, vous avez au milieu un personnage central qui souvent d'ailleurs, à tort d'ailleurs, a été considéré comme le héros du film. C'est Kikushiyo, c'est-à-dire le personnage de Toshiro Mifune. Qui est-il? En fait, c'est un paysan qui se veut samouraï et qui a tout du personnage de comédie. C'est l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'on a appelé dans l'Antiquité romaine, dans la comédie latine, en particulier chez Plaute, le miles gloriosus, le soldat fanfaron, c'est-à-dire celui qui arrive sur scène en disant « Qui veut se mesurer à moi? Y a-t-il quelqu'un qui me craigne ?» Et dès que quelqu'un se manifeste, il file dans les coulisses parce qu'il a une peur monumentale. Bon, ce n'est pas le cas de Kikushiyo, mais c'est celui qui en fait trop. Par exemple, quand il réussit un exploit, il dit « Félicitez-moi ». Or, le vrai samouraï se contente de l'exploit qu'il a accompli en toute modestie. Si bien que les autres eux-mêmes ne passent leur temps à se dire il se prétend samouraï, l'est-il vraiment? Et il y a une chose d'ailleurs qu'il fait à un moment donné qui est absolument scandaleuse, Kikushiyo, c'est qu'il va voler des armes et des armures qui appartiennent à des morts. Ça ne se fait pas. Et tout ce qui va être intéressant dans le film,
c'est que justement Kikuchiyo, à la fin, va enfin réussir à être admis parmi les samouraïs, puisqu'on va lui réserver une sépulture avec les autres. Et donc, ce faisant, il aura fait son expérience de véritable samouraï. Vous voyez, il aura rempli finalement le code du Bushido. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir que le film n'est pas totalement manichéen, même s'il utilise des archétypes, en quelque sorte, je dirais, issus des mentalités de l'époque. Et ça m'amène, dans un deuxième temps, à vous parler d'une relation qui est la relation entre le sensei et le disciple. Alors, le sensei, c'est le maître, c'est le mentor, celui qui va enseigner aux autres les enseignements que lui-même a reçus. Sauf que, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est le récipiendaire de plusieurs générations avant lui, et il est vraiment un élément fondamental de la culture japonaise, le sensei. Sauf que le sensei va faire exactement le contraire de ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire bavarder et vous remplir les oreilles de paroles. Le sensei, c'est quelqu'un qui enseigne par le silence, par l'exemple, et surtout quand il parle par le mot juste, c'est-à-dire le mot juste moralement et le mot ajusté, c'est-à-dire parfaitement correspondant à la situation. Ça n'est pas un bavard. Et le sensei, ici, évidemment, vous comprenez, prouve par là son savoir et sa maîtrise. Et ce qu'il enseigne essentiellement au jeune homme, c'est qu'avant d'agir, il faut réfléchir. Et tout ce que ne fait pas Kikuchiyo, ou tout ce que ne fait pas le Nimen au début. Et le rôle du personnage principal, qui est en fait Kanbei, c'est-à-dire l'acteur, enfin Kanbei, hein, qui est le chef des samouraïs, et qui est reconnu comme chef tout simplement parce qu'il ne s'est pas autoproclamé, mais parce qu'il en impose par son charisme et par son expérience. Eh bien, l'acteur qui incarne donc Kanbei, c'est Takashi Shimura, qui est beaucoup moins connu en Europe que Toshiro Mifune, mais qui, au Japon, est aussi célèbre que lui, et qui est un acteur qui est capable aussi bien de jouer un vieillard mourant atteint d'un cancer et un médiocre fonctionnaire dans Vivre de Kurosawa, ou un très grand samouraï dans Les Sept Samouraïs. C'est un acteur d'une finesse absolument extraordinaire. Je n'ai pas le temps de vous parler davantage de lui. Je vous rappelle son nom, Takeshi Shimura. Takeshi Shimura, pardon. Et voyez sur Internet ce que vous pouvez trouver sur lui, vous serez étonnés. Donc, ce personnage-là, ce qu'il doit faire comprendre à, je dirais, ses camarades, c'est que l'accession à la maturité, là je lis, c'est une citation de Hubert Nogret dans son livre sur Akira Kurosawa, l'accession à la maturité et à la maîtrise du pouvoir passe par l'initiation. Faire comprendre à son élève que la perfection dans un exercice d'art martial ne s'atteint pas seulement par la technique d'exécution, mais par la connaissance de l'homme, la recherche de la vérité. La technique n'est rien sans la réflexion. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que vous avez deux samouraïs ou apprentis samouraïs qui doivent faire ce chemin. Le fameux Kikushiro, Toshiro Mifune, mais aussi Katsushiro Isao Kimura, qui est le Nimen, qui a besoin d'être formé. Et vous avez à côté de cela Kanbei, donc Takeshi Shimura, qui est le maître, le sage du groupe, mais à côté de lui, vous avez l'autre personnage qui est un maître d'armes, Kazuo, qui lui montre l'exemple uniquement par sa maîtrise, par son mutisme, mais par son efficacité dans l'action. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que finalement, il n'y a pas un personnage qui représente le Nimen ou un personnage qui représente le Sensei, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui prennent en charge tel ou tel aspect du Sensei et du Nimen. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Toshiro Mifune est celui qui exprime le clown du groupe,
mais c'est celui aussi qui nous fait comprendre combien l'être humain peut être perfectible et combien finalement ce qui est intéressant chez Kurosawa, c'est toujours cette notion de leçon que nous devons apprendre de l'existence. Et ce faisant, vous comprenez que vous pouvez mettre en côte à côte les 7 samouraïs et Vivre, qui présentent des situations et des personnages radicalement différents, mais qui, l'un comme l'autre, reposent sur un humanisme de l'engagement et sur une forme d'optimisme lié à la volonté de l'individu. En ce sens, on peut dire que Kurosawa est peut-être plus occidental que les autres cinéastes, parce que peut-être il est plus optimiste et parce qu'il est, par certains côtés, un cinéaste de la volonté. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que Kurosawa, justement, dit lui-même en ce sens-là. Qu'est-ce qu'il nous dit de cette relation maître et élève? J'aime les caractères qui ne sont pas encore fermés, peut-être parce qu'en dépit de mon âge élevé, c'est toujours mon propre cas. De toute façon, lorsque je regarde quelqu'un d'encore mal dégrossi entrer dans la voie du perfectionnement, c'est alors que ma fascination ne connaît plus de limites. C'est pour cela que les héros de mes films sont souvent des débutants. Et Sugata Sanshiro, c'est le héros d'un film qui s'intitule La légende du grand Juno. Donc Sugata Sanshiro n'est que l'un d'eux, un homme encore informe, mais fait d'une étoffe supérieure. Quand je dis en effet que j'aime les gens non formés, je ne veux pas dire que je suis intéressé par quelqu'un qui ne sera jamais capable de devenir un joyau si on le polit convenablement. Sanshiro est taillé dans une roche qui ne manquera pas de briller, d'une lumière de plus en plus vive quand on la polira. Et c'est pourquoi j'ai voulu qu'au fur et à mesure du récit, il fût poli le plus vigoureusement possible. Voilà ce que sont les 7 samouraïs. C'est aussi un film d'apprentissage, voilà. Pas seulement un film d'aventure. Voilà. Quant à la femme, tant pis, je prends le temps de vous lire la petite citation dont je vous parlais tout à l'heure. On dit que dans mes films, on ne voit jamais de femmes ordinaires, dit Kurosawa. La raison est simple, la société japonaise exige que la femme soit effacée et obéissante. Or, ça ne m'intéresse pas tellement, je préfère les femmes désobéissantes, forcément, elles ne sont pas ordinaires. Et vous savez que dans La forteresse cachée, la jeune femme est presque véritablement l'héroïne, ce qui est quand même un comble dans un film qui est proche du Shambara. Voilà. D'où finalement le personnage de la mariée dans les films de Quentin Tarantino. Alors, vous voyez que tous ces éléments nous amènent à nous interroger maintenant sur l'esthétique du Shambara et sur l'esthétique des 7 samouraïs. Il y a toujours dans le Shambara, et particulièrement chez Kurosawa, des codes qui sont des codes au niveau de la mise en scène et de la symbolique. Et en plus, je vous rappelle que Kurosawa est un peintre. Si vous pouvez voir quelques-unes de ses toiles sur Internet, on les trouve assez facilement. N'hésitez pas, vous allez être étonné de voir la manière dont il maîtrise l'espace et les couleurs. C'est vraiment très impressionnant. Et pour Kurosawa, l'esthétique passe par une forme de réalisme des décors. Quand je dis réalisme, c'est-à-dire adéquation de ce qu'il veut de ce qu'il veut montrer avec ce qu'il veut démontrer. Rien ne peut pallier la présence des choses et bien sûr le jeu des acteurs. Il y a des metteurs en scène qui ne jurent que par la technique. Je crois que la beauté vient de ce que vous filmez. Je dis toujours à mes collaborateurs que la moindre de leurs réalisations doit pouvoir supporter l'épreuve du gros plan. Vous voyez qu'ici, il s'oppose à la plupart de ses confrères qui n'aiment pas beaucoup le gros plan. Je parle des cinéastes des années 50. Et il s'oppose aussi au fait qu'on puisse tourner un film sans avoir pensé la moindre des choses, le moindre des détails. Et il faut reconnaître que tous les grands cinéastes japonais, même dans leur apparent dépouillement, sont des maniaques du décor, que ce soit Ozu, Mizoguchi ou Naruse, tous ont une minutie extrême dans la composition de l'espace en particulier. Alors, ce qui est privilégié dans le Shambara chez Kurosawa, c'est le milieu naturel, les décors naturels, parce que la nature a
une forte teneur symbolique. Prenez par exemple la brume dans le château de l'araignée, qui est tirée de Macbeth. La brume dans laquelle se perdent les personnages, c'est le symbole, ni plus ni moins, que la brume qui est dans leur cervelle, qui est l'obscurité dans laquelle ils se débattent et qui est évidemment l'obscurité de leurs sentiments noirs dans lesquels ils risquent de se laisser remporter. La pluie, surtout chez Kurosawa, est extrêmement importante. Regardez Rashomon. Tout le film se déroule sous une pluie battante, surtout au début et à la fin. Regardez Chien enragé, l'une des séquences les plus impressionnantes de ce film noir. C'est une pluie, je dirais, épouvantable, exactement comme on en trouve dans les films noirs et comme on en trouve dans les romans de James Ellroy de nos jours. Et puis, vous avez évidemment la pluie des 7 samouraïs avec la séquence finale qui est assez impressionnante et qui complique énormément les prises de vue. D'abord, du point de vue de la technique, cela nécessite de protéger la caméra. Cela nécessite évidemment d'avoir une image suffisamment lisible et cela nécessite que les acteurs puissent se déplacer à cheval ou à pied dans une boue dans laquelle certains finissent même presque par être complètement engloutis. Le tournage a duré 1 an pour les 7 samouraïs et d'ailleurs, on a reproché à Kurosawa d'une manière générale de toujours dépasser ses budgets. Alors, Kurosawa, en fait, ne se laisse pas ici, je dirais, faire, parce qu'il a une double idée. D'abord, c'est qu'il conçoit les 7 samouraïs comme un western, et la scène finale comme une séquence de western, sauf que là où il y a de la poussière dans les cavalcades, il va mettre de la boue. Pourquoi cela? Parce qu'il ne faut pas oublier que le décor du Japon n'a rien à voir avec le décor du Far West. Le Far West, dans l'imaginaire, c'est la poussière, c'est l'aridité. Le Japon, lui, au contraire, c'est un paysage volcanique extrêmement humide, dont les couleurs sont relativement, je dirais, ternes. Et c'est-à-dire pourquoi, pendant longtemps, Kurosawa va refuser de tourner en couleur et qu'il va détester le premier film en couleur japonais, qui est Le Château de l'Enfer, film qui sera, La Porte de l'Enfer, La Porte de l'Enfer, film qui sera admiré par Cocteau et détesté par Kurosawa, parce qu'il dira c'est du technicolor pour les Occidentaux. Le Japon, c'est une couleur beaucoup plus terne. C'est ce qu'on voit par exemple dans les lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood, si vous voulez. En d'autres termes, ce qu'a voulu Kurosawa, c'est faire un western avec l'atmosphère propre au Japon, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la pluie battante, si vous voulez, symbolise la résistance de la nature en général face aux efforts de l'être humain en particulier, et d'autre part, elle va intensifier la violence de l'action, et d'autre part, enfin, elle va permettre à Kurosawa une composition graphique, puisqu'il va montrer la pluie tombant verticalement ou en oblique, avec des samouraïs qui courent horizontalement, ou des chevaux qui courent horizontalement. Vous allez avoir une conception graphique de lignes qui se coupent et qui, par leur choc même, intensifient l'impression de violence et d'action. Donc, tous ces éléments, vous voyez, font que le milieu naturel apparaît comme un élément dramaturgique essentiel dans le Shambhara. Dans un autre de ses films, qui est La légende du grand judo, Kurosawa utilise le vent. Donc, tout ceci fait que Kurosawa se défend, je dirais, de dépenser de l'argent inutilement. Il dit ceci, un de mes buts, comme pour tous les metteurs en scène, est de rester à l'intérieur des limites de mon budget, mais il se produit toujours un incident quelconque et je le dépasse. Voilà les journalistes qui me bondissent dessus et qui disent que je dilapide des fonds précieux. Donc, il refuse l'idée de gaspillage, mais il revendique l'idée, juste au demeurant, qu'il y a toujours un imprévu dans un tournage, et l'idée que de toutes les façons, lui, ce qu'il veut, c'est la perfection. Rappelez-vous le nom qu'on va lui donner, le surnom qu'on va lui donner, l'empereur. Voilà. Alors, vous voyez que tout ceci amène aussi à une réflexion plus générale sur le but de l'action des samouraïs. C'est le code du Bushido, c'est le code de l'honneur, mais aussi c'est une profonde réflexion et un profond sentiment sur ce qui fait
la japonité. Ce sentiment, qui est plus présent quand même dans les films d'Ozu et de Naruse en particulier, c'est ce qu'on a appelé le mono no aware. Mono no aware. Alors, c'est typique du cinéma japonais, de la mentalité japonaise. C'est un mélange de cet héritage religieux dont je vous parlais tout à l'heure, le shintoïsme, le bouddhisme, le confucianisme, c'est-à-dire l'idée que le monde est pris dans un flux continuel, l'homme est lui-même pris dans ce flux continuel du monde, et l'idée que rien ne reste jamais en place et que tout est de passage, comme nous-mêmes ne sommes que de passage. Et de ce fait, nous, êtres humains, devons accepter l'idée que nous ne faisons que passer et qu'il faut accepter cela avec une forme de détachement, de sérénité. Et c'est là tout le sens des films d'Ozu et de Naruse. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que si vous regardez le titre des films de Naruse, ce sont des titres qui font référence aux éléments naturels et aux éléments naturels changeants. Le meilleur exemple, c'est Nuages flottants. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors, Kurosawa lui-même est pétri de cette notion du mono no aware, et il dit que pour lui, le mono no aware signifie caractère poignant des choses fugitives, comme la tristesse douce, nostalgique, qui vient quand on regarde tomber les feuilles de cerisier. Je crois qu'il n'y a pas plus belle définition avec cette notion de regarder tomber les feuilles de cerisier. Vous savez que les estampes japonaises, et on trouve cela dans certains films de Mizoguchi, font un grand cas des feuilles de cerisier parce que c'est l'éclosion parfaite de la nature au printemps, mais aussi le symbole de ce passage extrêmement rapide du printemps, donc de la vie humaine. Alors, vous comprenez que les samouraïs accomplis, les sensei, sont parfaitement conscients de ce caractère fugitif de la nature et de la nature humaine. Alors, du coup, je voudrais quand même, je dirais, revenir rapidement sur quelques éléments de mise en scène et d'esthétique plus précise, de mouvement de caméra. Je voudrais travailler un peu sur la musique pour qu'on entre vraiment dans le film. Et je voudrais vous parler de la rythmique particulière des duels. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des pauses et des pauses, bien entendu. En réalité, si vous voulez, vous avez toujours à peu près la même phase dans un duel. Phase d'observation, phase où les adversaires se jaugent et où le sensei essaie de faire comprendre à l'ennemi qu'il ferait mieux de quitter le combat. Puis, vous avez le fait que les deux hommes se précipitent l'un vers l'autre et que celui qui emporte se retourne, rengaine son arme et tranquillement, tandis que celui qui a été touché reste à un moment donné debout, qu'on ne voit pas immédiatement le coup qu'il a frappé, et ensuite seulement, il s'effondre, et cela, évidemment, indiquant, le sabre tombant en même temps que lui, qu'il a perdu. Pensez par exemple à la séquence où Kandei entre dans la tente du bandit qui a enlevé le bébé. Le bandit sort et on se demande si ce n'est pas lui qui a gagné l'affrontement. En fait, il s'effondre au bout d'un certain temps dans un ralenti. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez une préfiguration de ce que sera Kill Bill, mais aussi des séquences de ralenti dans le western de Sam Peckinpah, La Horde sauvage, que Tonino Valeri va reprendre dans Mon nom et personne, qui va d'ailleurs passer cette semaine à la télévision. Vous voyez qu'il y a quand même un dialogue entre le cinéma japonais et le cinéma occidental. Bon, d'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 60, pardon, il va y avoir en plus de ces ralentis, vous allez avoir en plus de ce moment où l'on se demande qui a gagné, et vous avez un écho de cela dans le bon, la brute et le truand. Vous savez, quand Tuco, le truand, s'exerce au tir à la cible, à un moment donné, il tire sur les cibles qui sont verticalement face à lui de profil, et une des cibles ne tombe qu'au bout d'un certain temps. C'est exactement un clin d'œil de Sergio Leone au Shambara. Et ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, c'est que dans les années 60, vous allez avoir les giclées de sang qui
vont vraiment éclabousser l'image. Et ça, c'est Kurosawa qui va le faire dans un film qui s'appelle Sanjuro. Ça a choqué. Et pourquoi Kurosawa fait cela? C'est parce qu'on est au début des années 60, que les jeunes sont de plus en plus jeunes chiens fous, comme on dit à l'époque. Il y a toute une période du cinéma japonais qui montre ces jeunes de la nouvelle vague qui réfutent les traditions. Et il y a une montée du goût de la violence dans les films de gangsters. Et c'est pour ça que Kurosawa fait un clin d'œil aux jeunes en montrant que Toshiro Mifune, quand il provoque ce geyser de sang, et qui est applaudi par les jeunes samouraïs, les rabroue violemment en leur disant « Vous n'avez rien compris, je regrette d'avoir tué un adversaire admirable parce que c'est une perte pour le monde et le sang n'apporte rien. Il aurait mieux valu qu'on évite cet affrontement. » Et parce que pour Kurosawa, ce geyser de sang, c'est la vie qui s'en va. Bien entendu, par la suite, on va user et abuser de ces geysers de sang de manière assez gratuite, et en particulier dans les films de Yakuza, c'est-à-dire les films de gangsters, et penser à l'extrême violence des films de Takeshi Kitano. Sauf qu'au départ, vous comprenez, c'est le symbole, le sang étant la vie, hein, pensez au mythe de Frankenstein, le sang qui gicle, c'est la vie qui s'en va. Et c'est une forme finalement d'échec, aussi bien pour celui qui est tué que pour celui qui n'a pas pu éviter de tuer. Voilà. Alors, cela nous amène évidemment à voir toute l'influence que Kurosawa a exercée sur le western. Tout à l'heure, quand Aurélie sera disponible, je lui demanderai de nous montrer les affiches des 7 mercenaires. Et dans les 7 mercenaires, vous comprenez que les deux, les deux personnages principaux, Steve McQueen et Yul Brynner, ce sont les Tateyaku, avec un autre Tateyaku, James Coburn. Le Niemen, c'est Horst Buchholz, et il est évident, si vous voulez, que dans une moindre mesure, les personnages un peu plus faibles incarnent ce que sont les personnages en particulier ce qu'est le personnage en particulier de Toshiro Mifune. Bon. Alors, tout cela fait qu'il y a une recherche d'une manière générale de l'équilibre dans la composition des plans, de l'équilibre dans l'organisation des combats et surtout une volonté de mettre en avant l'héroïsme. C'est-à-dire que l'héroïsme, ça n'est pas le fait de tuer son adversaire, ce n'est pas le fait de l'emporter dans la bataille, c'est le fait de savoir diriger comme il faut et de savoir maîtriser son corps et son esprit et d'amener les autres à maîtriser leur corps et leur esprit pour rester perpétuellement dans un équilibre intérieur que la force des armes ne fera que traduire extérieurement. Et c'est la raison pour laquelle, dans une sorte de caricature du samouraï, Toshiro Mifune dans Yojimbo et dans Sanjuro va s'amuser parfois à regarder les luttes qui se livrent sous ses yeux avec, je dirais, un regard un peu amusé, la main, je dirais, posée sous le menton, parce qu'il nous fait comprendre qu'il a en face de lui des gens qui n'ont aucune cervelle, en quelque sorte. Voilà. En d'autres termes, si vous voulez, l'héroïsme, c'est encore une fois respecter le code du Bushido et c'est être maître de soi-même. Pour paraphraser Horace, je suis maître de moi-même comme de l'univers, aurait dit Auguste. Alors, ce qui est intéressant aussi, si vous voulez, c'est que chez Kurosawa, le jeu des acteurs est extrêmement important parce que Kurosawa acceptait des suggestions de ses acteurs, en particulier Shimura et Mifune, alors que, disait-il, d'autres réalisateurs ne considèrent les acteurs que comme des objets. Pour moi, ça n'est pas véritablement le cas, et ce faisant, il travaille peut-être un peu plus, je dirais, à l'occidental, encore que beaucoup de cinéastes ne laissent aucune marge à leurs acteurs dans les réalisateurs occidentaux. Je pense par exemple à Hitchcock. Alors, derniers éléments que je voulais vous signaler, les éléments techniques précisément. Kurosawa filmait souvent à 3 caméras, surtout les scènes de bataille, ce qui lui permettait paradoxalement d'économiser de la pellicule. Parce qu'avec 3 caméras, on peut filmer un plan d'ensemble et un gros plan en même temps, avec un grand angle pour le plan d'ensemble et un téléobjectif pour le personnage sur lequel on se focalise. Et les acteurs eux-mêmes ne savaient jamais
s'ils étaient dans le champ de la caméra, ni par quel objectif ils étaient filmés. Et évidemment, cela nécessitait de leur part un investissement plus grand encore. Voilà. D'autre part, l'importance du son. Je ne sais pas si vous avez remarqué le bruit de la pluie que l'on entend dans la scène finale. Tous les sons sont amplifiés. Quant à la musique, je dirais, il faut que la musique serve à quelque chose et ne soit pas un poison, comme le dit Kurosawa lui-même. Alors, ce que dit Kurosawa, c'est que le son digne de ce nom ne s'additionne pas simplement à l'image, il la multiplie. Et la musique court le risque de se transformer en poison, aussi est-il indispensable de la maîtriser et de connaître ce qui en elle influera sur le spectateur. Si on prend une quantité minimale de venin, cela peut agir comme un remède. Il faut donc doser, c'est ce qu'il dit dans le livre de Ran. Et voilà comment il a conçu la musique des Sept Samouraïs. C'est peut-être parce que j'ai entrepris de faire des films pour les jeunes Japonais d'aujourd'hui que j'ai choisi le genre du western comme le plus pratique pour parvenir à ce but. Pour me faire comprendre de ces jeunes Japonais, il me faut traduire en quelque sorte les Sept Samouraïs. Par exemple, sur les scènes avec Mifune, j'ai demandé à Hayasaka, qui était son musicien préféré, avec lequel il a travaillé jusqu'au bout, jusqu'à la mort du musicien. Donc, j'ai demandé à Hayasaka de mettre un mambo. Si j'avais utilisé là de la musique purement japonaise, je ne pense pas que le jeune public aurait compris quelle était la nature de ce personnage et en quoi il leur ressemblait si fort à eux, les jeunes. Vraiment, je ne fais des films que pour les gens de 20 à 30 ans. Ces gens-là ne savent rien du Japon ou de la spécificité japonaise. Il n'y a rien qu'ils en sachent vraiment. Oh, ils apprendront avec le temps, mais pas maintenant. Oh, je suis japonais, sûrement, je suis profondément japonais. En d'autres termes, il essaie d'amener les jeunes japonais à la japonité, si je puis dire, en passant par des musiques qui sont occidentales et qui parlent aux jeunes japonais. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que son musicien utilisait à la fois des tonalités typiquement occidentales avec des instruments typiquement orientaux. Ça, ce n'est pas rien. D'autre part, autre élément, Mizoguchi, lui, aime les plans séquences très longs. Ce que veut Kurosawa, lui, c'est au contraire un montage dans lequel, impitoyablement, on coupe même les scènes qui vous tiennent le plus à cœur. Il faut couper, il dit bien, impitoyablement. Et à ce moment-là, vous comprenez pourquoi tous ces éléments font de lui ce qu'on a appelé un cinéaste occidental, mais non, c'est que tout simplement, il a une façon de travailler qui veut amener ses contemporains à entrer davantage dans une civilisation qui est en train de disparaître. Et d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, tous les films d'Ozu, et même de Naruse, mais surtout ceux d'Ozu, montrent que la société patriarcale est en train de s'effondrer pour laisser place à une société industrialisée à l'américaine, et on passe d'une suggestion à une autre, du patriarcat dans lequel l'individu et particulièrement la femme sont écrasés, à une civilisation industrialisée où le whisky et le coca l'emportent sur la solidarité et le respect des traditions. On passe d'un mal à un autre mal pour Ozu, et pour Kurosawa, il s'agit pour lui de mettre en avant ses valeurs traditionnelles par le biais d'une culture qui est plus à portée de ses compatriotes et des jeunes. Alors, au bout du compte, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut retenir des Sept Samouraïs et de Kurosawa? Bien, vous avez un japonais qui s'appelle Tadao Sato, qui a écrit un livre sur l'univers de Kurosawa, dans lequel il conclut, en fait, Kurosawa est un aristocrate, un nationaliste, un homme de droite. Déjà entre le ciel et l'enfer, le capitaliste et le policier assomment le méchant qui s'insurge contre l'ordre. Chez Kurosawa, le héros est ou bien un samouraï ou bien un voyou. Dans les Jidaigeki de Kurosawa, contrairement à ceux de Mizoguchi, nous aimons à oublier l'être du peuple, donc Mizoguchi s'occupant du peuple, et Kurosawa, lui, dit Tadao Sato, pour que chez Kurosawa, nous voulons voir le monde du point de vue des puissants. Nous voulons voir le monde du point de vue des puissants.
quand on voit un de ces films, on a cette illusion, si je vivais à l'époque du Moyen-Âge, ou bien j'aurais été samouraï, ou bien j'aurais été bandit. Alors, quand on regarde Vivre, qui nous montre en fait un petit fonctionnaire mourant, tout d'un coup se réveiller et vouloir faire quelque chose de sa vie, je crois qu'on peut nuancer fortement les propos de Tadao Sato. Et moi, je crois plutôt qu'il faudrait se référer à Donald Ritchie et au cinéma japonais, qui me semblait beaucoup plus intéressant que Sato sur ce point-là. Ce qu'il dit de Kurosawa, c'est ceci. Toutefois, l'individu lui-même, homme ou plus rarement femme, doit aussi assumer sa responsabilité. C'est la raison de la moralité si rigoureuse du cinéma de l'auteur, d'où est exclu tout manichéisme facile. Et vous voyez que ça, c'est intéressant parce qu'il nous renvoie précisément à des problèmes tout à fait d'actualité, c'est-à-dire, est-ce que c'est la société qui est responsable de nous ou est-ce l'individu qui doit prendre ses responsabilités? Et là, on est en train d'analyser une pensée qui se veut à la fois spirituelle, voire religieuse, et peut-être politique. Vous voyez le problème? Toujours est-il que Kurosawa, s'il est un homme de droite, ne peut être considéré comme homme de droite que parce qu'il en appelle à cet humanisme de l'homme responsable. Mais en même temps, il pense que l'être humain peut et doit agir sur le monde, ce qui effectivement peut le rapprocher, je dirais, d'une pensée plus généralement dite libérale. Mais je ne veux pas m'avancer davantage sur cette voie-là, ça serait aller beaucoup trop loin, et puis ça serait encore une fois transposer à notre univers occidental une pensée qui reste profondément japonaise. Alors, pour terminer ce survol des 7 samouraïs, vous comprenez que ce que je voulais faire, c'était surtout vous parler d'une forme plus générale de la civilisation, de la littérature et de la cinématographie japonaise, pour que vous compreniez mieux les 7 samouraïs, mais aussi d'autres films de Kurosawa et d'autres des réalisateurs. Alors, je vais demander à Aurélie, si elle veut bien, de nous montrer d'abord quelques éléments pour le plaisir de l'œil, c'est-à-dire des affiches de films. Ça serait l'affiche numéro 5 pour une poignée de dollars, voilà, qui est finalement une affiche qui nous montre la ritualisation du duel. Et la ritualisation du duel chez Léon est directement issue, je dirais, des ritualisations qu'on a dans le cinéma japonais, et pour une poignée de dollars est directement copiée, je vous le rappelle, de Yojimbo, le garde du corps de Kurosawa. Il y a même eu un procès que Kurosawa a gagné au Japon pour ce point-là. Je vais demander à Aurélie maintenant de nous montrer l'affiche numéro 3 des 7 mercenaires. Voilà. Merci, qui est une affiche des DVD. Et au préalable, l'affiche numéro 2, s'il te veut bien. Merci. Voilà, l'affiche numéro 2, dans laquelle, ce qui est intéressant, on a le personnage du Tateyaku en haut, avec Yul Brynner. On a en dessous le personnage du Niemen, avec Horst Buchholz. Et le deuxième Tateyaku, qui est à gauche, Steve McQueen, bien qu'on le reconnaisse assez mal ici. Et au milieu, Eddie Valaque, qui va jouer le truand dans Le Monde Imbrute et le truand, qui est le chef des bandits et qui prend dans le film de John Sturges un relief encore plus important que le chef des bandits dans Les 7 samouraïs. Mais on a bien là, vous voyez, quand même, je dirais, une représentation de ces codes du cinéma japonais qu'on peut totalement réactualiser dans le cinéma occidental. Et maintenant, je vais demander à Aurélie de nous montrer l'affiche numéro 6, qui est celle de l'Empire contre-attaque. Merci. J'ai choisi cette affiche-là plutôt qu'une autre parce que, évidemment, le sabre laser de Darth Vader est directement issu du règne des samouraïs. La cape peut faire penser à une cape de chevalier, encore qu'on puisse penser à des capes de samouraï. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez sur son visage à la fois une tête de mort, mais en même temps un masque à gaz tiré directement des masques à gaz de la guerre de 14-18, avec un casque qui est à la fois issu d'un casque allemand de la guerre de 14-18 et en même temps une bordure de casque qui fait penser aux bordures de casque japonais.
Donc ici, vous avez évidemment les deux sources d'inspiration de George Lucas, transposition de l'univers du western dans la galaxie. L'Ouest étant maintenant fermé, on le transpose dans une galaxie, mais on a encore ici le vêtement du samouraï et chez certains le code du samouraï qui est le code des Jedi, bien entendu. Voyez. Puis, merci Aurélie, Kill Bill. Ce qui est intéressant, c'est que dans Kill Bill, vous avez le rite évidemment du sabre avec toute l'initiation du Nimen par le Tateyaku, et vous avez des affrontements ritualisés à la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans le costume de la mariée un clin d'œil direct au film de François Truffaut, La mariée était en noir. Donc le personnage de Jeanne Moreau se vengeant de ceux qui ont tué son mari, avec l'univers du western italien dans le Kill Bill numéro 1 et l'univers du film de sabre du Shambara dans le Kill Bill numéro 2. Et vous avez évidemment les geysers de sang qui sont présents à partir des années 60 dans les Shambara, en particulier à partir de Sanjuro, de Kurosawa, et le fait que Tarantino laisse à la mariée le rôle finalement du Tateyaku, et ce faisant, il ne fait que transposer ce que disait Kurosawa, si je veux une femme forte. Et là, vous avez évidemment une évolution du statut de la femme au cinéma qui a commencé dans les années 90 avec la correction monumentale que Sharon Stone donne à Schwarzenegger dans Total Recall de Paul Verhoeven. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire dialoguer les films les uns avec les autres, et ces films sont aussi un peu les témoins de leur époque. Et pour finir, je vais demander à Aurélie de nous montrer les quelques ouvrages, les couvertures des quelques ouvrages que je vous ai cités ou auxquels j'ai fait appel. Je vais demander à Aurélie de nous montrer le numéro 8, et qui est comme une autobiographie, je ne sais pas, voilà. Alors, cet ouvrage-là est passionnant, puisque Kurosawa nous raconte comment il est devenu cinéaste et on découvre tout l'univers du cinéma. C'est bien écrit, c'est passionnant quand il décrit le tremblement de terre de Tokyo, c'est stupéfiant, de Kyoto, pardon, de stupéfiant. Et le problème, c'est que l'ouvrage s'arrête en 1950, mais vous pouvez le trouver encore d'occasion ou l'emprunter. N'hésitez pas, c'est absolument indispensable pour tout passionné de cinéma. Ensuite, j'aimerais le numéro 9, s'il te plaît, Aurélie. Voilà. Petit livre de la collection Les Cahiers du cinéma, qu'on trouve facilement d'occasion pour quelques euros. Il est écrit par Charles Tesson, qui est le responsable de la Semaine de la Critique et qui vient tous les ans présenter la sélection de la Semaine de la Critique aux adhérents de Cannes Cinéma. En une centaine de pages, vous aurez énormément de choses très précises. Tesson est un très grand connaisseur du cinéma japonais. Puis le numéro 10, qui est, si vous voulez aller plus loin, le cinéma japonais de Max Tessier pour une douzaine d'euros. Vous avez là une approche actualisée de 2018 très précise et passionnante sur le cinéma japonais en général. Et enfin, le numéro 11, qui, je dirais, parle d'une manière plus générale de l'étrangeté de la civilisation japonaise, de Roland Barthes, L'Empire des signes. C'est un ouvrage que vous pouvez lire un peu comme mythologie, dans la mesure où chacun des chapitres peut être lu indépendamment des autres. C'est très plaisant, pas toujours facile, mais très plaisant, et cela ouvre beaucoup d'horizons, tout en nous faisant nous sentir très modestes face à une pensée qui est totalement différente de la nôtre et qui est éminemment spiritualiste. Voilà. Alors, vous comprenez pourquoi je vous ai dit en début de séance que le cinéma japonais était beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, puisqu'il est à la fois codifié et ritualisé, et en même temps, il repose sur des notions qui nous sont communes, mais qui sont aussi comprises dans une spiritualité bien particulière, avec ce sentiment du mono no aware. Et ce sentiment-là peut se trouver dans des films que, par exemple, on a déjà étudié dans le cadre des, je dirais, des leçons de cinéma proposées par Cannes Cinéma et la médiathèque de Cannes. Je pense en particulier au fameux voyage à Tokyo de Ozu.
Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous ne serez pas trop noyé dans le flot de paroles que j'ai prononcées. Et je me tais, je vous souhaite une bonne suite et je vous souhaite surtout beaucoup de bons films. Voilà. Bonne Merci soirée. beaucoup, Bruno. Merci beaucoup.